Bonjour et bienvenue à cette capsule portant sur l'administration des opioïdes en soins palliatifs. Je me présente, je m'appelle Justine Métayer, je suis infirmière, coordonnatrice à la recherche, à la formation et au déploiement clinique pour la Maison Victor-Gadebois. Le contenu de cette capsule-là a été développé conjointement avec ma collègue de Palisciences, la docteure Mireille Elwin. Ni Mireille ni moi n'avons aucun conflit d'intérêt en lien avec les informations contenues dans cette capsule. Pour débuter la capsule sur l'administration des opioïdes en soins palliatifs, je voulais débuter par une mise en situation. Donc, si on met par exemple M. Lemieux, qui a 72 ans, il prend du MS-Contin, qui est de la morphine à longue action aux 12 heures, et donc qui est prescrit BID à 9 h et à 21 h. Vous êtes son infirmière et vers 14 h, vous constatez que monsieur n'a pas reçu son MS-Contin à 9 h ce matin. Que faites-vous? Est-ce qu'on donne immédiatement le MS-Contin à monsieur et on redonnera la deuxième dose à 21 h? Est-ce que plutôt on donne le MS-Contin tout de suite à monsieur et on décalera la dose? Ou alors on ne donne pas le MS-Contin à monsieur, la prochaine dose ira à 21 h. Dans un premier temps, la chose à faire, c'est d'évaluer la douleur de monsieur dans l'instant présent. Comme il est 14 h et qu'il n'a pas reçu son opioïde à longue action à 9 h ce matin, on veut aller vérifier comment va M. Lemieux. Est-ce qu'il est souffrant? Si oui, à combien? On va venir bien évaluer sa douleur. Si M. Lemieux est souffrant, à ce moment-là, on va lui donner une entredose à courte action. Mais la bonne réponse dans cette mise en situation est de ne pas lui administrer la morphine à longue action à 14 h. La raison est qu'il faudrait décaler les doses et la deuxième dose irait à 2 h du matin. Et à ce moment-là, par une administration PEROS, ce n'est pas une situation qui est souhaitée. Donc, on évalue sa douleur. Si M. Lemieux est souffrant, on lui administre des entredoses à courte action pour compléter le laps de temps jusqu'à 21 h où on lui redonnera sa dose régulière de morphine à longue action. Donc, le principe de traitement opioïde, quelque chose de bien important qui fait un clin d'œil à cette mise en situation, c'est de respecter la régularité dans les opioïdes prescrits. Comme on le voit au schéma à l'écran, on voit que la situation numéro 1, où il y a des opioïdes prescrits en PRN seulement, ou qui pourraient faire référence à des opioïdes administrés à des doses non précises, là, où on ne respecte pas la régularité, c'est que la zone de douleur qui est représentée en rouge a de l'espace pour se présenter entre les pics d'action de l'analgésique. À l'inverse des situations numéro 2 et numéro 3, où on voit des opioïdes réguliers soit aux 4 h ou aux 12 h, on voit que la zone de douleur est bien couverte par la molécule opioïde et donc ça reste dans la zone thérapeutique, ce qui soulage bien le patient. Évidemment, le soulagement de la douleur, ce n'est pas linéaire comme sur ce schéma-là, mais tout de même, ça démontre bien l'importance de la régularité dans l'administration des opioïdes. Pour ce qui est des opioïdes à courte action, ils peuvent être écrasés ou croqués si jamais le patient a des difficultés de déglutition. Par contre, pour les comprimés à longue action, ils ne doivent jamais être écrasés ou croqués. Si jamais il y a une ligne de division qui est présente sur le comprimé, ça veut dire qu'on peut couper le comprimé sur cette ligne de division pour avoir la moitié de la dose. C'est important de couper sur cette ligne de division-là et pas dans l'autre sens. Pour ce qui est des capsules à longue action, les capsules à longue action, dans le fond, sont le contenant de plusieurs granules
dont chaque enrobage est un enrobage à libération contrôlée. Donc, les capsules peuvent être ouvertes sans problème et les granules peuvent être saupoudrées sur de la compote ou du yogourt, par exemple. Ce qui est bien important, c'est de ne pas croquer les granules. Donc, si le patient est bien apte à comprendre cette consigne-là, il n'y a pas de problème. Si toutefois on observe que le patient mastique et croque sa compote ou son yogourt, donc est à risque de croquer les granules, il faut évaluer avec le médecin, voir s'il n'y aurait pas un autre opioïde longue action qui pourrait être administré à la place. Les teignes transdermiques de fentanyl sont aussi un opioïde à longue action qui peuvent être prescrits. Donc, dans les principes d'utilisation, on va appliquer le teigne sur une peau qui est saine, où il n'y a pas d'œdème, il n'y a pas de cicatrice et idéalement où il n'y a pas de poils. S'il y a des poils, on va venir les couper le plus court possible, mais on ne va pas les raser parce que ça pourrait irriter la peau, faire des micro-lésions et à ce moment-là, augmenter l'absorption du thème de fentanyl. Les sites d'application du thème vont être des endroits plats, donc des bras, le haut des bras, la poitrine, le dos ou encore les jambes. C'est distribué en doses de 12, 25, 37, 50, 75 ou 100 microgrammes. Mais il faut savoir qu'on peut obtenir une demi-dose de fentanyl si on applique la moitié du timbre sur la peau et l'autre moitié sur un pansement transparent qu'on va préalablement avoir installé sur la peau. C'est important de ne pas couper les timbres de fentanyl puisqu'il y a deux types de timbres disponibles. Et les timbres réservoirs, si on les coupe, on va perdre leur efficacité. Étant donné que ce n'est pas évident de savoir est-ce qu'il s'agit d'un timbre de type réservoir ou de type matriciel, on ne prend pas de chance et on ne coupe pas les timbres. Pour la demi-dose, on va vraiment y aller avec l'option du pansement transparent. Si jamais le timbre a tendance à décoller, parce que le patient transpire, par exemple, on va placer un pansement de type Hypafix en contour du timbre. Donc, c'est important de ne pas couvrir le timbre au complet parce que sinon, il y aurait un risque d'augmenter l'absorption du timbre. Donc, il n'y a aucun problème à venir fixer le timbre en mettant des pansements au contour du timbre, mais on va juste faire attention de ne pas le couvrir au complet. Quand on retire le timbre dont l'efficacité est terminée au bout de 72 heures pour en appliquer un nouveau, il va arriver qu'on va voir une irritation cutanée, une rougeur avec un petit peu d'enflure. Dans ces cas-là, c'est causé par la colle du timbre. Ce n'est pas un effet du fentanyl en tant que tel. Pour contrer l'irritation causée par la colle, on va mettre des vaporisations de corticostéroïdes, donc les pompes de Flovent, sur des petits timbres, là, ceux de 12, 25 ou 50 microgrammes. On va mettre 2 vaporisations de Flovent sur la peau avant de coller le timbre. Et sur les plus grands timbres, les 75 ou les 100 microgrammes, on va mettre 4 vaporisations de Flovent. Et ça va aider à diminuer l'irritation cutanée locale due à la colle. Sinon, toute augmentation de température au site du timbre pourrait augmenter son absorption. S'il y a de la fièvre importante, des coussins ou des couvertures chauffantes, une exposition prolongée au soleil. Donc, tout ça, ça serait à éviter autant que possible. Donc, un coussin chauffant ou des couvertures chauffantes, il n'y a pas de problème. Il ne faut juste pas les mettre directement sur le timbre de fentanyl. Et pour ce qui est de la fièvre, à ce moment-là, si le patient fait de la fièvre importante, on va augmenter notre surveillance au niveau du soulagement de la douleur du patient et on va être très vigilant au niveau des signes de surdosage.
Maintenant, pour ce qui est des entredoses des opioïdes, on va aviser le médecin en stat si on a à administrer 3 entredoses consécutives qui ne soulagent pas le patient. Donc, exemple, si j'ai des entredoses de morphine par voie sous-cutanée qui sont prescrites aux 30 minutes et que ça fait 3 entredoses consécutives que je donne en 1h45, le patient n'est toujours pas soulagé. Je ne redonne pas une 4e, une 5e entredose. J'avise le médecin immédiatement pour qu'on puisse évaluer ensemble est-ce que la molécule doit être changée ou est-ce qu'il faut augmenter la posologie. On ne fixe pas de moment particulier entre les doses d'opioïdes réguliers pour administrer les entredoses. La seule exception, c'est si l'opioïde régulier est à courte action et que j'arrive pour donner mon opioïde régulier au patient à 14 heures et il me dit en même temps qu'il commençait à avoir de la douleur. Je ne vais pas donner mon opioïde régulier à courte action en même temps que mon entredose. Je vais laisser un 15 à 20 minutes pour que l'effet de mon opioïde courte action débute. Si 20 minutes après, la douleur est persistante, je pourrais sans problème donner l'entredose à ce moment-là. Par contre, si l'opioïde régulier est un opioïde à longue action, prescrit BID par exemple, et que j'arrive à 9 heures le matin avec ma molécule opioïde longue action et que le patient est souffrant, à ce moment-là, c'est très important de donner une entredose en même temps que la molécule longue action, puisque l'entredose est toujours une molécule à courte action et va donc soulager rapidement le patient avant que la molécule longue action commence son début d'action. S'il y a des mobilisations qu'on prévoit qui vont engendrer de la douleur au patient ou encore des interventions douloureuses comme un changement de pansement, c'est important d'administrer l'entredose avant l'intervention ou la mobilisation. Donc, si les entredoses sont prescrites en péros, on va administrer l'entredose 1 heure avant la mobilisation ou l'intervention douloureuse. Et si c'est par voie sous-cutanée, on va l'administrer 1 demi-heure avant l'intervention douloureuse ou la mobilisation douloureuse. Maintenant, la voie sous-cutanée. Pour administrer des opioïdes par voie sous-cutanée, les meilleurs sites vont être le thorax, le haut des bras et l'abdomen, en haut ou en bas du nombril. Les régions qui sont à éviter, c'est les régions où il y a de l'œdème. On n'administre jamais une médication sous-cutanée dans une région œdémaciée. Il n'y aurait pas d'efficacité à ce moment-là. On n'injectera pas non plus dans des cicatrices. On va éviter les cuisses autant que possible et les régions où il y a eu de la radiothérapie ou des dissections ganglionnaires aussi, ça va être des régions à éviter. L'administration par voie sous-cutanée intermittente, on va mettre un maximum de 2 ml par site. Si le patient est très amaigri, on va même mettre un maximum de 1 ml par site d'injection. Le papillon, parce que l'injection peut être administrée direct, en piqûre directe, ou via un papillon qu'on laisse en place et qu'on recouvre d'un pansement transparent. C'est bien important que ce soit recouvert d'un pansement transparent parce qu'on veut voir le site. Le papillon, on va le changer d'emblée aux 7 jours ou s'il y a des rougeurs, de l'induration ou de l'écoulement au pourtour du site d'insertion du papillon. Et ça, c'est bien important. Si jamais, soudainement, le patient devient plus souffrant,
qui est moins soulagé par la médication qu'on lui administre. Avant d'augmenter les doses ou d'aviser le médecin, il faut toujours aller vérifier l'état du papillon sous-cutané pour voir est-ce que la molécule se rend bien dans le tissu sous-cutané. C'est pas rare qu'on voit que quand on administre, ça coule au pourtour du site d'insertion et que le pansement transparent est humide, là, puis que le médicament coule à côté. Vous voyez à l'écran un schéma qui présente la rapidité d'absorption de la médication sous-cutanée selon où on va l'injecter. Ce schéma-là est très intéressant parce qu'on voit que la zone 1, là, au niveau du thorax et l'abdomen en haut du nombril, c'est la région où c'est le plus rapide. En 5 à 10 minutes, normalement, il y a un début d'action. À l'inverse des zones 4 et 5, les zones 4 qui sont assez régulièrement utilisées, le haut des bras, on voit que ça prend plus de 20 minutes pour le début d'action. À ce moment-là, ce qui est intéressant de constater, c'est qu'on va choisir les molécules qu'on veut qu'elles fassent effet rapidement. Donc, mes analgésiques, mes anxiolytiques, idéalement, si j'ai des papillons à installer ou même si je le donne en sous-cut direct, je vais privilégier la zone thoracique ou abdominale haute pour que ce soit le plus rapidement efficace. Pour mes autres médicaments qui n'ont pas besoin d'avoir une efficacité particulièrement rapide, à ce moment-là, je pourrais installer les papillons au niveau des bras ou des cuisses, par exemple. Maintenant, pour les perfusions sous-cutanées continues, ce qui est intéressant, c'est que ça va amener une analgésie qui est soutenue, hein, parce que le taux sérique va être constant. C'est possible dans tous les milieux de soins d'avoir des perfusions sous-cutanées continues, même à domicile. Si le patient est mobile, on peut avoir recours à des pompes portatives. C'est plus coûteux, mais c'est plus pratique quand le patient est mobile. Si par contre le patient ne se mobilise plus ou presque plus, à ce moment-là, les pouces-seringues ou d'autres dispositifs comme des biberons, par exemple, pourraient être des choix intéressants pour l'administration de perfusion sous-cutanée continue. Le type de cathéter qu'on va utiliser pour débuter une perfusion sous-cutanée continue, ça peut être un gelco avec un embout souple qu'on va laisser en place ou encore un papillon avec une grandeur, une grosseur de 25 ou de 27. Les plus petits diamètres vont favoriser, vont assurer une meilleure tolérance, au site pour la perfusion sous-cutanée continue. Au même titre que les papillons pour les administrations sous-cutanées intermittentes, ça va être important de protéger le cathéter par un pansement transparent pour toujours pouvoir vérifier l'état du site sous-cutané. Même chose, on change le papillon ou le cathéter aux 7 jours, à moins de voir des signes de rougeur, d'induration, d'écoulement. À ce moment-là, on va le changer immédiatement. Et pour les patients à domicile, si le patient est conscient, on va privilégier un site où le patient va pouvoir vérifier lui-même le site. Donc, si on fait des suivis téléphoniques, on pourra demander au patient ce qu'il observe au niveau du site d'insertion. Ça peut être facilitant. À ce moment-là, au niveau abdominal ou au niveau des cuisses, ça peut être intéressant. Le volume minimal à perfuser dans les cas de perfusion sous-cutanée continue, c'est 0,1 ml à l'heure. Ça, c'est le minimum. Mais le volume idéal, c'est entre 0,1 ml et 4 ml par heure. Ça, c'est le volume idéal.
Théoriquement, ça pourrait aller jusqu'à 10 ml/h si la molécule qu'on a à donner, on est à la concentration la plus grande, puis que c'est ça que ça donne. C'est plutôt rare et tant mieux parce que c'est sûr que l'élasticité tissulaire a quand même ses limites et 10 ml/h, c'est beaucoup. Donc, si on dépasse le 4 ml/h, c'est possible, mais ça prend une surveillance beaucoup plus fréquente au niveau du site d'insertion sous-cutanée. Donc, voilà pour la perfusion sous-cutanée continue. Maintenant, si on regarde pour ce qui est des effets secondaires des opioïdes en général, le premier qu'on doit nommer, c'est la constipation. La constipation se représente chez 25 à 90 % des patients, ce qui est beaucoup, et il n'y a pratiquement pas de tolérance qui s'installe pour la constipation. Ça veut dire que quand on présente la constipation suite à une prise d'opioïdes, la constipation va rester tant et aussi longtemps que le traitement va persister. Donc, c'est très, très, très important de penser à avoir un laxatif quand on a un opioïde régulier. Sinon, les nausées vont surtout être présentes en début de traitement ou lors d'augmentation de dose. La somnolence légère qui dure en moyenne quelques jours, donc c'est important de l'expliquer aux patients. Ça peut arriver que la somnolence persiste. Si c'est le cas, à ce moment-là, on va changer de molécule. La confusion, l'agitation vont surtout être secondaires à des doses importantes d'opioïdes. Mais si ça persiste malgré des doses suffisantes pour le soulagement de la douleur, on peut soit essayer de diminuer l'opioïde, voir si ça diminue la confusion, ou si c'est pas possible, si la diminution de l'opioïde fait réaugmenter les douleurs, à ce moment-là, on peut tenter d'introduire un antipsychotique à faible dose, comme de l'Aldol, pour essayer de contrer cet effet de confusion-là. La sécheresse de la bouche aussi, qui est un effet secondaire fréquent des opioïdes, donc des bons soins de bouche sont très importants. Les myoclonies, c'est des contractions musculaires rapides et involontaires. Ça peut toucher un ou plusieurs muscles. On va voir les patients avoir des soubresauts comme ça. À ce moment-là, souvent, ça va être associé à une prise sur une longue période. Donc, une rotation d'opioïdes peut venir aider à diminuer ou à arrêter les myoclonies. Et finalement, les opioïdes entraînent une augmentation du tonus des muscles lisses, donc il y a un risque de rétention urinaire. Donc, quand on voit qu'un patient devient agité ou nouvellement souffrant au niveau abdominal, bas du ventre, il faut toujours penser à cette possibilité-là et aller vérifier s'il y a présence d'un globe vésical. Dans l'enseignement aux patients et aux proches, pour ce qui est des opioïdes, il faut expliquer la nature du médicament, le rôle et l'importance des entredoses, l'importance de la régularité aussi, pourquoi on vient toujours à heure fixe. Ça peut être d'autant plus pertinent dans les établissements de santé, services sociaux, quand on est encore à trouver la bonne posologie qui va soulager le patient et qu'on donne des injections sous-cutanées régulières aux 4 heures, par exemple. Des fois, les patients vont se demander pourquoi on vient les déranger à 2 heures puis à 6 heures dans la nuit. Il faut pouvoir leur expliquer ça, l'importance de trouver la bonne posologie qui va les soulager et qu'après ça, on pourrait passer à de la médication longue action. Explorer et aborder les craintes et les mythes
aussi, très, très important. Plusieurs d'entre nous avons plein d'exemples de patients ou de proches qui ont peur des opioïdes, qui ont peur de la morphine. Donc, il faut prendre le temps de s'asseoir avec eux puis d'explorer ça pour clarifier les informations et parler des effets secondaires qu'on vient de voir ensemble. Là. Ça va être pertinent, surtout dans les cas de somnolence ou de nausée, dans les premiers jours où le patient pourrait vouloir arrêter le traitement à cause des effets secondaires, mais quand on explique que c'est fort possiblement des effets qui durent quelques jours et qui vont s'atténuer dans la balance des effets puis des avantages pour avoir un soulagement adéquat de la douleur, c'est pertinent de prendre le temps d'expliquer ça. Ensuite, les signes de surdosage. Les signes de surdosage sont importants à connaître pour pouvoir assurer une surveillance adéquate du patient qui a un traitement opioïde régulier. Donc, si on regarde le tableau à l'écran, on voit que le pourcentage de la dose requise, qui est dans la colonne de gauche, l'idéal, qui est en caractère gras, c'est le 100%. Donc, le 100% de la dose requise pour soulager la douleur d'un patient donné va amener une disparition de la douleur, une attention du patient qui est normale, avec idéalement aucune entredose. Si on diminue le pourcentage de la dose requise, c'est-à-dire qu'on ne donne pas assez d'opioïdes pour la douleur de la personne, bien, on va voir que la douleur diminue, mais pas complètement, et qu'il y a donc des prises d'entredose durant la journée. À l'inverse, si on augmente le pourcentage de la dose requise, c'est là où on va donner plus d'opioïdes que nécessaire pour la douleur du patient. Et là, on constate les symptômes et les signes aigus. Et souvent, quand on pense au surdosage, on pense au rythme respiratoire qui diminue en bas de 8 par minute. C'est vrai, mais on remarque qu'à ce moment-là, on est à 250% de la dose requise et qu'on est bien avancé dans le surdosage. Donc, il faut connaître les signes précurseurs et ça commence par une attention qui est fluctuante. Donc, le patient a de la difficulté à maintenir son attention alors qu'avant, il y avait possiblement pas de difficulté à le faire. On lui parle, puis il y a la tête ailleurs. Ça peut aussi être accompagné de myosis pour la morphine et l'hydromorphone. Donc, le myosis, c'est les pupilles qui sont toutes petites. Notez que la méthadone ne donnerait pas de myosis dans ces signes de surdosage. Ensuite, le travail cognitif nouveau devient difficile ou même impossible pour la personne. Des myoclonies peuvent s'installer, l'hallucination, soit tactile ou visuelle, le délirium, pour aller vers un état de somnolence à très endormi, non éveillable, ronfle et la respiration qui diminue à un rythme en bas de 8 par minute. Donc, il faut avoir en tête que dès qu'on constate qu'au niveau de l'attention du patient, l'attention est plus difficile, plus fluctuante qu'au niveau cognitif, soudainement, ça devient difficile. Il faut être vigilant par rapport à ça et pas hésiter à en parler au médecin pour vérifier l'état des choses. Important à distinguer également les concepts de dépendance physique, de dépendance psychologique et de tolérance. Donc, la dépendance physique, c'est une réaction physiologique de l'organisme quand il y a l'absence du médicament. C'est un état de manque physique qui s'accompagne de symptômes qu'on appelle le sevrage. Donc, le corps s'habitue à une molécule et quand il ne l'a pas, il y a des symptômes physiques par rapport à ça. Ce qui est différent de la tolérance, c'est l'adaptation physiologique à une molécule qui fait que l'effet de la molécule, normalement, a son plein effet. Au bout d'un certain temps,
bien, cet effet-là va diminuer parce que le corps a développé une tolérance aux médicaments. La dépendance psychologique, qui n'est pas comme la dépendance physique, ça repose surtout sur les caractéristiques de la personne qui prend la médication plutôt que sur le médicament lui-même. C'est une maladie qui est biopsychosociale. Ça se manifeste par un comportement particulier. Ça peut durer beaucoup plus longtemps que la dépendance physique. Finalement, ce sur quoi je veux porter votre attention, c'est la pseudo-dépendance. Ça, c'est des comportements qui laissent penser aux intervenants une dépendance psychologique de la personne, mais en fait qui est reliée à un sous-dosage des médicaments et donc au non-soulagement de la douleur. Quand la douleur est soulagée, le comportement cesse. Donc, si on a un patient, par exemple, qui demande des doses, des entredoses avec insistance, il est colérique, il est irritable, à ce moment-là, c'est certain que l'équipe soignante pourrait se demander s'il n'y a pas une dépendance psychologique qui fait qu'il y a un appel à prendre des doses. Idéalement, dans la littérature, ce qui suggère, c'est de toujours avoir comme première hypothèse la pseudo-dépendance et donc de tenter de soulager plus adéquatement le patient, soit en augmentant les doses ou en ajoutant des co-analgésiques pour voir si un meilleur soulagement ferait cesser le comportement. Si c'est le cas, tant mieux, on était en pseudo-dépendance et on a réussi à soulager le patient. Sinon, bien là, ça devient une intervention interdisciplinaire nécessaire, plus complexe, là, plus spécialisée dans les cas de dépendance psychologique. Et le dernier élément de cette capsule, la conservation de la médication à domicile. Vous voyez à l'écran un tableau qui présente la conservation des médicaments de l'hydromorphone, de la morphine, de la scopolamine et du glycopyrrolate, qui est le Robinul, selon si ça a été préparé sans hôte ou sous hôte. On voit le nombre de jours et à quelle température ça peut être conservé avec les commentaires. Et je tiens à préciser que pour le soutien à domicile, des fioles intactes qui n'ont pas été ouvertes vont pouvoir se conserver à température ambiante jusqu'à la date de péremption. Donc, si on est vraiment incertain à savoir quand on aura besoin de la médication, mais qu'on veut s'assurer qu'elle soit rapidement disponible, on peut laisser les fioles intactes avec le matériel nécessaire pour une visite à domicile future. Ça va être important de garder la médication loin de la portée des enfants pour éviter des accidents qui pourraient être graves. Et s'il y a un doute qu'il y a un proche de l'entourage de la personne soignée qui a des troubles de consommation, idéalement, on va vouloir garder la médication sous clé. Pour ce qui est des timbres de fentanyl, faut voir avec la pharmacie qui fournit les timbres s'il y a un programme de retour des timbres usés. Si c'est le cas, on peut coller les timbres sur une feuille de papier ou encore les replier sur eux-mêmes. Il y a certaines pharmacies qui vont demander ça, qu'on redonne les vieux timbres usés avant de donner la nouvelle boîte de timbres. S'il n'y a pas ce programme-là à la pharmacie, il faut quand même être vigilant de la façon dont on dispose des timbres. Il ne faudrait pas les jeter simplement dans une poubelle. Encore là, pour le risque s'il y a des enfants ou quelqu'un dans l'entourage qui pourrait avoir des troubles de consommation. Donc, on va les jeter dans la boîte jaune Biohazard dans laquelle on met les aiguilles souillées. Et voilà, c'est ce qui conclut cette capsule sur l'administration des opioïdes. Merci beaucoup.